C'est l'heure de votre grand reportage Ligne rouge. Plus de 110 000 morts du Covid, une économie à la peine et des manifestations historiques contre le racisme depuis 4 mois. Les situations de crise se multiplient pour le président américain et sa façon très personnelle de gérer les problèmes n'a jamais été aussi critiquée. Pas de bon augure, diront certains, à 5 mois de la présidentielle. Trump, le printemps meurtrier, c'est une enquête signée Pauline Revenat, Cédric Fesch, Alexandre Funel et toutes les équipes de Ligne rouge. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. C'est une première depuis 9 ans. Un vol habité à bord d'une fusée américaine. Donald Trump n'aurait pour rien au monde raté ce moment. It's incredible. The technology, the power. And I'm so proud of the people at NASA, all the people that work together. Real talent, real genius. Nobody does it like us. So it's great to have this whole program back, and it's just the beginning. Au même moment, cette semaine-là, l'Amérique de Donald Trump franchit le seuil des 100 000 morts du Covid. Le pays connaît aussi des émeutes raciales historiques. La conquête de l'espace, c'est très Make America Great Again. Là, c'est vraiment de la grandeur. Regardez comme on est beau, comme on est grand, comme on est fort. Et le problème, c'est qu'en même temps, on a la Covid, on a des tas de morts, on a une économie en lambeaux, et de l'autre côté, on a des villes en feu. Donc tout ça n'est pas forcément de nature à susciter la grandeur. Et l'ironie, c'est que finalement, ce président qui s'était positionné d'un côté comme étant celui qui pouvait sauver les États-Unis, Make America Great, etc., qui était le seul qui avait véritablement la force et le courage et les capacités de le faire, est confronté à une crise qui pourrait être finalement celle qui le défait électoralement. Entre déni, coups d'éclat et accusations hasardeuses, comment le président américain a-t-il été contraint de mener bataille sur ce double front? Voici le récit du printemps meurtrier de Donald Trump. Le 21 janvier, le président américain atterrit à Davos, en Suisse, où se tient le Forum économique mondial, qui réunit chaque année tous les décideurs de la planète. En Europe, à ce moment-là, aucun pays n'est encore officiellement touché par le virus. Mais aux États-Unis, le premier cas Covid est annoncé le même jour par les autorités fédérales. Et dans une interview accordée en marge du sommet, Donald Trump ne voit pas de quoi s'inquiéter. Tout est entièrement sous contrôle. C'est une personne qui vient de Chine et nous avons la situation en main. Tout va bien se passer. 2 jours plus tard, de retour aux États-Unis, Donald Trump est alerté. La ville chinoise de Wuhan, 11 millions d'habitants, vient alors d'être confinée. Il y a d'abord une alerte du renseignement, tout simplement. Dans son briefing quotidien, qui lui est fait par une officier de la CIA, il est informé le 23 janvier, autour du 23 janvier, qu'il y a un virus. Mais aujourd'hui, Donald Trump dit que sa briefeuse avait comparé ce virus au SRAS de 2003, donc que ce n'était pas si grave et qu'il n'y avait pas à s'en faire. Fort d'un bilan économique flatteur, le président sillonne le pays en vue de sa réélection en novembre prochain. Ici, lors des primaires dans le New Hampshire, Donald Trump semble toujours prendre le problème à la légère. The virus. They're working hard. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. Il s'apprêtait pour lui à être réélu triomphalement avec une économie florissante. Et il se dit, j'ai quelque chose, un événement qui potentiellement peut tout mettre par terre. Donc il réagit par le déni en disant, eh bien, ce virus est un virus qui ne portera pas, qui ne sera pas important. Le Covid-19, un virus que Donald Trump compare à la grippe saisonnière, chiffre à l'appui. Sur son compte Twitter, suivi par 81 millions d'abonnés, il écrit: L'an dernier, 37 000 Américains sont morts de la grippe.
En moyenne, la grippe fait entre 27 000 et 70 000 morts par an. Et on ne ferme pas le pays pour autant. La vie et l'économie continuent. À ce jour, il n'y a aux États-Unis que 546 cas confirmés de coronavirus et 22 morts. Pensez à cela. Le lendemain, depuis le Capitole, le président américain appelle au calme. And it hit the world. And we're prepared and we're doing a great job with it. And it will go away, just stay calm. Le déni dure très longtemps, jusqu'à au moins début mars, parce qu'il est animé d'une méfiance instinctive, viscérale envers les experts. Les experts, pour lui, il ne faut pas les écouter. Ce sont ces élites qu'il vomit, il n'y a pas d'autre mot, qui croient tout savoir. Et lui, opposé, il n'a pas arrêté d'y faire référence, son instinct, ce qu'il ressentait. Mais Donald Trump va changer d'avis. La bascule va s'opérer ici, en Floride, dans son club privé de Mar-a-Lago, lors d'une soirée le 7 mars dernier. Aux côtés de Donald Trump, en invité d'honneur, le président brésilien Bolsonaro. Juste derrière Donald Trump, le chef du service de presse de Bolsonaro, qui sera testé positif au Covid la semaine suivante. Ce qu'on sait de cette soirée, c'est qu'il y a eu des contaminations, puisque ça a complètement touché la délégation brésilienne du président Bolsonaro. Et ça signalait surtout que début mars, à la Maison-Blanche, on ne prenait pas du tout de précautions. On a des photos où on est côte à côte, où on n'a vraiment évidemment aucun masque. On n'avait pas du tout pris la mesure de l'alerte sanitaire. L'alerte va venir d'un journaliste de Fox News, Tucker Carlson, qui pendant la soirée s'entretient en aparté avec le président américain. Tucker Carlson, journaliste très aiguisé de Fox News, voyant un petit peu la manière dont Donald Trump prenait avec beaucoup de désinvolture le virus, eh bien, il décide véritablement de rentrer un peu dans le lard du président américain, de lui dire ce qu'il pense. Ça dure 2 heures et il explique au président américain combien ce virus est important et combien il lui faut prendre en compte la dangerosité du virus. Tucker Carlson a véritablement joué son rôle de lanceur d'alerte auprès du président américain. Que se sont-ils dit exactement? Nul ne peut l'affirmer. Mais 6 jours plus tard, Donald Trump décrète l'état d'urgence sanitaire national. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. 2 very big words. Ça en fait le leader occidental le plus lent face au virus. Et pourtant, il avait l'avantage de la géographie. C'est un virus qui part de l'Est, de la Chine, et qui arrive aux États-Unis, à l'Ouest. C'est le leader qui aurait dû être le mieux préparé, et c'est celui qui n'a pas su préparer l'Amérique à l'arrivée du virus. Et là, à partir de mi-mars, on ne peut plus raconter une histoire, c'est une petite grippette, c'est une petite épidémie. Il faut se coller aux faits. Donc il a été contraint par les faits, et tout le défi pour lui ensuite, ça a été de reconstruire un récit qui prenait en compte la gravité, mais tout en l'exonérant de responsabilité, tout en pouvant se défausser de responsabilité. La pandémie se propage sur le territoire américain. Donald Trump ferme les frontières, débloque 50 milliards de dollars et, comme il en a l'habitude, désigne un bouc émissaire. Ce sera la Chine. Ça commence par un détail sur un discours présidentiel. Le terme corona est raturé à la main. Donald Trump va préférer Chinese virus, le virus chinois. And we continue our relentless effort to defeat the Chinese virus. 3 jours plus tard, Donald Trump va être obligé de se justifier sur l'utilisation de cette expression. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Tenant désormais Pékin pour responsable de la propagation du virus dans le monde entier, Donald Trump accuse aussi l'Organisation mondiale de la santé de faire le jeu des Chinois. And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence
that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. Le Covid-19, c'est un moyen pour Donald Trump de déployer sa guerre froide contre la Chine. C'est une guerre froide sanitaire contre la Chine. C'est la stratégie du bouc émissaire. Ce n'est pas moi qui ai pris du temps à réagir contre le coronavirus. Ce sont les Chinois et l'OMS qui ne m'ont pas prévenu. The President of the United States and our Commander-in-Chief, President Donald Trump. Confronté à la gravité de la situation, le président américain enfile son costume de chef de guerre. Ici, à Norfolk, en Virginie, Donald Trump accueille ce navire hôpital. D'une capacité de 1000 lits, censé décharger les hôpitaux saturés de la région de New York. This great ship behind me is a 70,000-ton message of hope and solidarity to the incredible people of New York, a place I know very well, a place I love. You have the unwavering support of the entire nation, the entire government, and the entire American people. L'Amérique étant désormais confinée, Donald Trump se trouve privé de campagne électorale. Mais tous les jours, à 17h, depuis la Maison-Blanche, le président américain va tenir un point presse. Un exercice inédit, taillé sur mesure. Thank you very much. I want to thank you all for being here, and I have to say, I think with social distancing, that the media has been much nicer. Ça va devenir pour Donald Trump le moyen d'accéder à son électorat. Il va faire campagne par procuration en combattant le Covid-19. We really think we've done a great job in keeping it down to a minimum. And again, we've had tremendous success beyond what people would have thought. Quand il y a des réussites, il crie haut et fort que c'est lui qui les a fait. C'est une des marques de Donald Trump. L'autocongratulation, dire qu'il a réussi ici ou ça, tout est grâce à lui. Ça lui permettait d'essayer de reprendre un petit peu le contrôle et de donner au pays l'impression qu'il était l'homme du moment, l'homme qui gérait la crise. Quand Trump fait du Trump, ça donne une hyper-personnalisation du combat contre le Covid-19. Il donne de sa personne pour le meilleur ou pour le pire. Et le pire restera sans doute la prise de parole de Donald Trump après ce briefing du responsable du département de la sécurité intérieure. Ce dernier présente alors les résultats partiels d'une étude sur le Covid-19 qui évoque l'effet du soleil et de l'eau de Javel sur le virus. And I can tell you that bleach will kill the virus in 5 minutes. Isopropyl alcohol will kill the virus in 30 seconds, and that's with no manipulation. Alors Donald Trump a soudain plusieurs idées qu'il livre immédiatement devant la presse. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs, so it'd be interesting to check that. Face à lui, Deborah Birx, médecin de la Task Force Covid de la Maison-Blanche, crispée d'abord, médusée ensuite. C'est un détergent qu'on a chez nous pour nettoyer. C'était tellement ridicule et on a vu des morts qui ont suivi, des gens qui ont écouté le président des États-Unis. C'est ça le problème. Donald Trump mesure-t-il la portée de ses propos ? En tout cas, il fait régulièrement la promotion de l'hydroxychloroquine, un traitement controversé. You'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. Jusqu'à annoncer qu'il en prend lui-même, à titre préventif. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right
I'm not going to get hurt by it. On peut évoquer chez Donald Trump un véritable populisme sanitaire. Ça veut dire que le peuple sait mieux que les élites médicales ce qui est bon pour sa santé. Les témoignages, par exemple, sur l'hydroxychloroquine, valent mieux que des centaines d'études cliniques. C'est une manière donc de s'adresser à son électorat à quelques mois de la présidentielle. Un président qui prend ses distances avec les experts et s'exonère aussi des gestes barrières. Comme lors d'une visite d'usine en Arizona qui fabrique des masques, Donald Trump est l'un des rares à ne pas en porter. Celui qui veut incarner la présidence, il ne faut pas qu'il ait l'air ridicule, déplacé, etc. Et Trump, lui, il ne pense pas sanitaire. Il pense politique, politique, politique. Et en pensée politique, il se dit, moi, avec un masque, j'aurai l'air d'un zozo, je n'incarnerai pas la puissance et je n'incarnerai pas le chef que je suis. I'm feeling good. I just don't want to be doing, I don't know, somehow sitting in the Oval Office behind that beautiful Resolute desk. The great Resolute desk. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens. Il faut comprendre ça dans un aspect de la politique de Donald Trump, sa politique de virilité, de courage masculiniste. Je suis Donald Trump, je suis plus fort que le Covid-19. Donald Trump ne veut pas porter de masque, ça ferait de lui un faible et un trouillard, contrairement aux démocrates qui, eux, portent des masques. Les démocrates sont des poules mouillées. Dans le viseur de Donald Trump, son adversaire démocrate Joe Biden, qui lui porte un masque. En guise de réponse, dans ce clip de campagne, le candidat démocrate moque la désinvolture du président. Tandis que Donald Trump soigne son swing, la jauge du nombre de morts du Covid explose. Au cours de ce printemps meurtrier, une autre crise majeure va pousser encore un peu plus loin le président américain dans ses retranchements. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la mort de cet homme, George Floyd, sur laquelle Donald Trump est d'abord resté silencieux pendant plusieurs jours. Lundi 25 mai, à Minneapolis, cet Afro-Américain de 46 ans est interpellé, soupçonné d'avoir voulu écouler un faux billet de $20. La scène, insoutenable, est filmée par une passante. Un policier s'agenouille sur son cou pendant plus de 8 minutes. Malgré ses appels à l'aide, George Floyd meurt asphyxié. La vidéo devient virale. La colère explose à Minneapolis. Les manifestations et les nuits d'émeutes se succèdent. Au bout de 3 jours, Donald Trump finit par répondre à une question sur le sujet. Spoken to the family of George Floyd yet? No, I haven't, but I feel very, very badly. It's a very shocking sight. Do you think those police officers should be prosecuted? I'm not going to make any comment right now. I can tell you, I think what I saw was not good.
was not good, very bad. Anybody else? Quelques mots de compassion, du bout des lèvres, avant de souffler sur les braises. Le lendemain matin, sur Twitter, il menace les émeutiers avec cette expression qui rappelle de douloureux souvenirs. Quand les pillages commencent, les balles commencent à fuser. Une référence à l'époque de la ségrégation. C'est un chef de la police de Miami en 1967 qui utilise cette expression, et c'est pas anodin. Ce chef de la police, Murkey, était quelqu'un qui est déjà renommé pour être raciste. Reprendre cette phrase de la même façon, avec les mêmes mots, c'est soit de la part de Donald Trump une ignorance énorme, alors que tout le monde connaît cette histoire aux États-Unis, soit, si on pense qu'il est un petit peu cultivé, c'est emprunter les mêmes pas, et à ce moment-là, c'est assez grave. Car justement, le meurtre de George Floyd a ravivé la fracture raciale. Les manifestants dénoncent les brutalités policières contre les Noirs. Les tensions s'étendent dans tout le pays. 40 villes vont imposer un couvre-feu. En fin de semaine, alors que plusieurs centaines de personnes se rassemblent devant la Maison-Blanche, Donald Trump est évacué, par précaution, dans le bunker de la résidence présidentielle. C'est la procédure. Il n'a pas le choix. Mais il minimise l'événement, quitte à réécrire l'histoire. Il a menti effrontément en disant « Oui, non, c'était juste une petite visite pour voir si tout allait bien, des fois que, etc. » Le bunker, pour lui, c'est l'humiliation totale. Et lui ne peut pas admettre l'idée qu'il a besoin d'être protégé. C'est un aveu de faiblesse. Et Trump ne peut pas être faible. Et toute la crise se joue là-dessus. Le président a l'intention de reprendre la main. D'abord, comme il l'a fait avec la Chine à propos du coronavirus, il choisit une cible. Désignés comme responsables, cette fois-ci, les groupuscules d'extrême gauche, les Antifa, qu'il dénonce depuis le centre spatial Kennedy. The memory of George Floyd is being dishonored by rioters, looters, and anarchists. The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses and burning down buildings. Le fait d'utiliser les Antifa comme une sorte de bouc émissaire pour décrédibiliser tout le mouvement, c'est quelque chose qui est ancré sur quelques faits. On en a vu, il y a eu des vidéos, on a vu des blancs tout en noir taguer des Starbucks et des banques. Donc ça, il y en a eu des Antifa. Mais il y a eu aussi des vidéos de manifestants et de manifestantes noirs qui les prenaient à partie en leur disant « Vous quittez la manifestation parce que vous nous décrédibilisez ». Toute la droite trumpiste s'est jetée dans la brèche pour dire « Regardez, ces gens-là sont pilotés par les Antifa ». Dans la foulée, même si la démarche n'a aucune chance d'aboutir, il demande que les Antifa soient placés sur la liste des organisations terroristes. Sa stratégie, polariser le débat. Expliquer que c'est lui ou le chaos. Dans cette conversation téléphonique que s'est procurée CNN, il sermonne les gouverneurs des États sur le maintien de l'ordre. Même ton martial, lorsqu'il prend enfin la parole officiellement, une semaine après la mort de George Floyd. Lundi 1er juin, Donald Trump s'exprime depuis les jardins de la Maison-Blanche. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. En réalité, Donald Trump n'a pas le pouvoir de déployer l'armée dans le pays dans de telles conditions. L'envoi de l'armée sur le sol américain ne peut se faire que sous l'ordre des gouverneurs.
Donc Trump ne peut pas le faire, il menace de le faire parce que ses électeurs finalement ne le savent pas forcément, et donc il est toujours dans la projection de la force et de la puissance. C'est en fait une posture plus qu'autre chose. C'est essentiellement une posture, oui. Et puisque tout est affaire de symboles, le président va s'offrir une étonnante opération de communication. À côté de la Maison-Blanche, la veille, une église emblématique a été partiellement incendiée, en marge d'une manifestation. Donald Trump décide de s'y rendre, juste après son discours, à pied, malgré la présence d'opposants. Alors, il y a une manifestation dans le parc Lafayette qui se trouve face à la Maison-Blanche et Donald Trump va sortir. La police va disperser la foule qui est pacifique, elle les disperse assez violemment. Les gens vont fuir et Donald Trump va traverser entre deux rangées de policiers jusqu'à l'église Saint John. Et là, il brandit une Bible et il fait un discours. We have a great country. That's my thoughts. C'est là où il définit son programme à venir. Donc la loi, l'ordre, la Bible représente la religion et les armes. Loi, ordre, religion et armes. L'opération de communication est censée mobiliser sa base et effacer l'épisode désastreux du bunker. Mais Donald Trump est-il allé trop loin? Aussitôt, il fait l'objet de nombreuses critiques. De la part de son adversaire à la présidentielle d'abord. Le président a tenu une Bible à l'église Saint John hier. J'aurais préféré qu'il l'ouvre une fois de temps en temps, plutôt que de la brandir. Mais aussi de la part de personnalités inattendues, échaudées par sa rhétorique guerrière. Le chef de la police de Houston s'adresse sans détour au président. S'il vous plaît, si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez-la, parce que vous mettez des jeunes gens de 20 ans en danger. De même que l'ancien ministre de la Défense de Donald Trump, le général James Mattis. De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n'essaye pas de rassembler les Américains, qui ne fait même pas semblant d'essayer. Même son successeur au Pentagone prend ses distances. Il s'oppose au déploiement de l'armée sur le territoire américain. Je suis contre le fait d'invoquer l'Insurrection Act. L'idée de déployer des militaires semble d'autant plus étrange que l'atmosphère s'apaise dans les cortèges. Ils sont des dizaines de milliers à défiler pacifiquement ce dimanche dans les métropoles américaines, mais aussi dans les petites villes, comme ici dans le Maine. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Pendant ce temps, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump continue à tweeter frénétiquement. Plusieurs fois par jour, il écrit en majuscules son nouveau mot d'ordre. Law and order, la loi et l'ordre. Ce décalage ulcère ceux qui participent aux cérémonies d'hommage à George Floyd. Comme celle organisée samedi dans cette église de Caroline du Nord, son état natal. Notre président doit rassembler, pas diviser. J'ai été très déçu par ce qu'il a dit. Il aurait dû s'adresser à la nation. Il aurait dû se montrer solidaire de George Floyd. Vous savez quoi? Je ne revoterai pas pour lui en 2020. La fuite en avant de Donald Trump semble fragiliser ses chances de réélection. Du moins pour le moment. C'est assez désastreux. Par exemple, chez les hommes, on a un sondage qui nous donne Biden devant chez les hommes. Ça, c'est du jamais vu. On a un autre sondage fiable qui nous donne une forte chute de la popularité de Trump chez les catholiques blancs, où il est toujours majoritaire. Et là, pour la première fois, il est sous la moyenne nationale. Donc la grande question qui se pose, c'est l'inscription dans le temps de cette affaire-là. La grande lessiveuse de l'information fait que la crise d'aujourd'hui sera supplantée par la crise de demain et d'après-demain. Et finalement, novembre, c'est très loin. Qu'est-ce qui restera de tout ça, de la Covid, etc. en novembre? On est incapable de le dire. Quoi qu'il fasse, Donald Trump dispose du soutien indéfectible de sa base. Plus de 40% des électeurs américains. Son pari, faire la différence encore et toujours sur le taux de chômage et l'économie, durement frappée par le Covid.
On continue à en parler avec Jean-Bernard Cadier en direct de Houston, avec François Durper, notre consultant États-Unis, et avec Gérard Haraud. Bonsoir, vous êtes ancien ambassadeur de la France aux États-Unis. Première question, et je vais vous la poser à tous les trois. D'abord à François Durper. Qu'est-ce qu'on a appris de Donald Trump après ces deux crises successives ? 3 choses sur son leadership, 3 choses qu'il n'a pas et que tous les présidents qui l'ont précédé avaient. La première, c'est le sens de la compassion. Tous les présidents savent que dans des moments de crise, eh bien, il faut avoir des mots. Alors des mots pour George Floyd, pour sa famille. Certes, il les a appelés. Des mots pendant le Covid-19, mais on a bien vu, lui dit non, moi j'ai un masque. Il y a toujours ce virilisme de la politique. Deuxième chose, l'absence de mea culpa. À aucun moment, Donald Trump ne dit j'ai fait quelque chose de mal. Et ça, c'est très fréquent chez les présidents américains. Les présidents américains disent souvent ça n'a pas été bien fait, donc on va faire mieux. Je m'excuse auprès du peuple américain. Ça, il ne le fait jamais, à aucun moment. Et la troisième chose, c'est le sens de l'unité du peuple américain. Ça s'appelle, ce pays, les États-Unis d'Amérique. Donc, attaque ad nominem pendant une crise absolument dramatique. On peut penser notamment à ces passes d'armes avec Andrew Cuomo. Et c'est bien pour ça, le gouverneur de New York, et c'est pour ça que Jim Mattis n'est pas un gauchiste, ce n'est pas non plus un militant pro-black, c'est un général 4 étoiles. Et Jim Mattis dit, je n'ai jamais vu de président ne pas avoir à ce point le sens de l'unité. Et ce n'est pas, encore une fois, un démocrate, Jim Mattis. Donc plusieurs militaires ont suivi Jim Mattis dans ces propos-là. Et c'est pour ça que peut-être que ces deux crises ont entraîné de la part de certains républicains une vraie interrogation sur le leadership de leur président. Il ne fait même pas semblant d'essayer de rassembler, c'est ce que dit Mattis. C'est ce qu'on retient de Donald Trump pendant ces crises, Jean-Bernard Cadier ? C'est son absence, ou en tout cas les limites de son courage personnel, son courage physique. C'est un homme qui parle haut, qui parle fort, certains diront qui aboie, mais lorsque il y a des manifestants qui s'approchent un tout petit peu de la Maison-Blanche, lorsqu'on lui dit « Monsieur le Président, il faut descendre dans le bunker », et quand il descend dans le bunker, on voit très bien dans ses tweets, des heures qui ont suivi le lendemain, qu'il a eu peur. Ça a été souligné par le maire de Washington. C'était un homme qui a eu peur. Il a eu peur, Trump, à titre personnel. C'est un homme qui n'a pas prouvé dans sa vie un immense courage. Il a un instinct fabuleux. Mais là, il semblerait que sa peur a pris le dessus sur son instinct. Et c'est parce qu'il a eu peur qu'il a monté cette opération dans les heures qui ont suivi, qui a consisté à faire évacuer la place avec beaucoup de violence pour aller faire sa photo devant l'église avec sa Bible, et c'est là que son instinct l'a trompé, parce que c'était une erreur qui risque de lui coûter très cher. Parce qu'à ce moment-là, il s'est mis à dos l'armée, les militaires, François l'a rappelé, les plus grands militaires les plus respectés des États-Unis, y compris ceux qui ont travaillé avec lui pendant des années, sont en train de le lâcher. Il s'est mis à dos les religieux, les autorités religieuses, qui n'ont pas apprécié du tout qu'il utilise la Bible comme un accessoire à des fins politique. Si on ajoute que pendant la semaine, il a aussi perdu le soutien de la NFL. Ça vous paraît un détail, mais la NFL, c'est le football américain. Ici, au Texas en particulier, c'est très important. Si on enlève le football américain, les militaires et les autorités religieuses, il ne reste pas beaucoup de soutien pour un président républicain. Il a commis une erreur, il est en train de le réaliser, et il espère que les bons chiffres du chômage sont annonciateurs d'une reprise rapide de l'économie. C'est sa seule chance de s'en sortir. En effet, il y a eu un reflux du chômage, on va en parler. Gérard Haraud, vous êtes ancien ambassadeur de la France aux États-Unis. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Donald Trump est sur la défensive ? Oui, vous savez, d'abord, la manière dont il s'est comporté n'est pas une surprise. Ça fait 3 ans qu'il se comporte ainsi. Nous savons parfaitement que c'est un narcissique pathologique qui est incapable de sentir, d'éprouver de la compassion pour les autres, qui est incapable de reconnaître des erreurs. C'est sa caractéristique. Mais il a aussi, comme cela vient de dire, il a un extraordinaire instinct. Et en général, il faut toujours se méfier. Il sait comment rebondir. Et donc, comme il a été dit également, l'élection, c'est dans 5 mois. 5 mois, c'est une éternité. Regardez ce qui s'est passé pendant les 3 derniers. Donc, vous imaginez ce qui peut se passer pendant 5 mois. Par exemple, est-ce que si les troubles se poursuivent, si on a des incidents pendant tout le long de l'été,
qu'est-ce qui se passera au mois de novembre? Est-ce qu'il n'y aura pas un parti de la peur qui votera pour lui? Quand on parle, vous savez, de ces généraux, quand on parle de l'establishment républicain, moi, vous savez, quand j'étais à Washington, je ne connais pas un républicain qui ait voté pour Trump. C'est l'establishment qui ne peut pas supporter Trump. Trump, c'est le dirigeant populiste, il vient d'ailleurs. Donc je ne surestimerai pas les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un moment d'émotion. Mais de nouveau, cela a été également dit, à la grande lessiveuse de l'information, qu'est-ce qui se passera? Si on voit des policiers attaqués pendant tout l'été, qu'est-ce qui se passera? Si on voit des millions d'emplois qui sont recréés, et pour moi c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce sera l'économie. Où sera l'économie le 3 novembre sera absolument déterminant pour le résultat de l'élection. Enfin, dernier point, il est quand même difficile aussi de ne pas voir que Biden est relativement absent. Biden nous fait des déclarations sentimentales, mais il ne mène pas une campagne, il ne suscite pas l'enthousiasme des manifestants. On n'entend pas les manifestants crier Biden à la Maison-Blanche. Oui, c'est son adversaire démocrate. Est-ce aussi sûr que Donald Trump est en train de subir cette crise? Vous-même, vous parlez de la tactique de l'huile sur le feu. Ce qu'il est en train de faire en parlant de la loi et l'ordre, c'est de parler directement à son électorat, le parti de la peur, comme vous l'appelez. Oui, exactement. Je ne sais pas s'il le fait. Il le fait à la fois par personnalité, parce qu'il n'est qu'instinct, hein, cela a été dit. Son intelligence, c'est son instinct. Donc il le fait par personnalité, mais il sent bien autour de lui, on lui a sans doute dit que c'était la seule manière de s'en sortir. Donc c'est toujours appelé à la mobilisation de son électorat. L'électorat qui lui reste très fidèle. Et ça, c'est aussi un élément important. Il a derrière lui entre 35 et 40% des Américains qui lui sont profondément fidèles. Ça va se jouer sur l'économie, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Gérard Araud. Et c'est vrai qu'on disait que c'était la pire crise économique depuis les années 30. Et pourtant, il y a eu cette annonce il y a quelques jours, François Durper, qui a quand même surpris tout le monde, un reflux du chômage aux États-Unis. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, beaucoup d'économistes pensaient que les chiffres du chômage allaient être catastrophiques et pensaient qu'on aurait 8 millions de chômeurs en plus par rapport aux 22 millions qu'on avait déjà. Et en fait, surprise, il y a eu 2 500 000 emplois créés. La souplesse de l'économie américaine, les mesures aussi mises en place à la fois par le Congrès et par Donald Trump, baisse de taxes, il va continuer à approfondir ces mesures. Et donc ça veut dire 2 500 000 emplois. Et Donald Trump, évidemment, les vend très bien en disant c'est même pas... Il dit c'est une fusée économique. Il a appelé ça Recovery Summer, l'été de la reconquête. Et il a promis un septembre spectaculaire pour l'économie. Et il le sait, et Gérard Araud a raison de préciser, c'est dans 5 mois, une semaine c'est long en politique, et s'il a de bons résultats économiques, eh bien les Américains voteront pour lui. Deuxième point, effectivement, ça a été bien dit, il a du flair politique, Donald Trump. Il a du flair politique, mais il n'a pas eu de fonction élective, donc il n'a pas de connaissances politiques. Par exemple, sur l'armée, les gens se disent pourquoi l'armée a refusé, on voit bien très massivement, c'est Mark Esper quand même, sans parler de Jim Mattis qui a été viré par Donald Trump. On peut penser évidemment qu'il a peut-être des comptes à régler. Mais l'actuel secrétaire à la Défense, nous n'interviendrons pas. Vous savez que l'armée américaine, c'est 40% d'Afro-Américains. 40% d'Afro-Américains, c'est l'armée américaine. L'armée américaine est la première institution du pays à avoir déségrégué en juillet 1948. Bon, ça, si vous êtes un homme politique, vous faites de la politique depuis 30 ans, vous le savez. Si vous êtes Donald Trump, c'est plus difficile. Et puis, effectivement, il y a un point. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la tension? On voit bien que les manifestations, là, sont en train de devenir très profondes dans tout le pays, y compris dans les petits villes du pays, un Black Lives Matter déchant. Les étudiants, attention, ne sont pas repartis dans les universités. Beaucoup d'étudiants sont dans la rue. On a dit c'est très multiculturel. Ce ne sont pas des militants, pas des activistes. Et donc la conséquence, c'est que vous ne voyez plus d'images d'affrontement, ou très très peu. Donc c'est un mouvement qui devient pacifiste et on ne peut pas jouer sur la loi et l'ordre quand on a des mouvements massifs pacifistes. Et dans la plupart des villes américaines, ça sera compliqué d'être le président de l'ordre s'il n'y a pas de désordre dans la rue. Nul ne sait
combien de temps cette mobilisation va durer. C'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission. 5 mois, c'est long, jusqu'à la présidentielle américaine. François Durper, Jean-Bernard Cadier, à l'instant, dit qu'il y aura peut-être un septembre spectaculaire pour l'économie après le printemps meurtrier que l'on vient de raconter. Où en est l'opinion maintenant? Que disent les sondages, Jean-Bernard? Écoutez, les sondages maintenant sont très favorables à Joe Biden, l'adversaire démocrate de Donald Trump. Les sondages nationaux, on sait très bien qu'il faut faire très attention aux sondages nationaux parce que Hillary Clinton était en tête au niveau national, elle a quand même perdu la présidence. Ce système américain fait qu'avec 46% des voix, Trump peut être élu. 46. Il est en dessous aujourd'hui. Il y a un sondage CNN ce matin qui le met 14 points derrière Biden au niveau national. Ça n'est pas une garantie, mais c'est une tendance. La tendance est extrêmement favorable aujourd'hui à Biden, tant au niveau national que dans ces fameux États clés qui ont permis à Donald Trump de passer in extremis en 2016. Ça peut changer. Je suis d'accord avec Gérard Haro, d'accord avec François Durper. L'économie, l'économie, l'économie. C'est là-dessus que Trump parie, c'est là-dessus que les Américains seront extrêmement sensibles. Je suis à Houston depuis 24 heures. Houston est une ville que je connais bien, j'y suis venu plusieurs fois ces derniers mois. Houston, à l'heure où je vous parle, est une ville fantôme. Je suis très impressionné par les effets du Covid ici à Houston. J'ai le sentiment que ce chiffre de 2,5 millions d'emplois créés la semaine dernière est un espoir, mais que la reprise sera beaucoup plus lente que ce que dit Donald Trump. Et dans ce cas-là, ça sera difficile pour lui en novembre. Oui, ce serait donc ça la boussole de la prochaine élection, l'économie. Est-ce pertinent, Gérard Haro, de convoquer l'histoire? On fait le parallèle avec 68. Il y avait eu des émeutes après l'assassinat de Martin Luther King. Nixon élu président des États-Unis. Peut-être que Donald Trump pense aussi à ça. Malgré les émeutes, il sera peut-être tout de même réélu. Ah oui, tout le monde. Alors, ce parallèle, immédiatement, les spécialistes vous disent à juste titre que Nixon n'était pas le sortant. Et donc, Nixon se présentait contre une alternative président démocrate qui avait été incapable de contrôler les troubles. Donc, ce serait quand même paradoxal, peut-on dire aussi. Aussi que Trump, moi je vais rétablir l'ordre alors qu'il était déjà président au moment où il y avait... On vous entend difficilement, la liaison est un peu compliquée. Non, désolé, on vous entend en accéléré, donc on comprend un peu la substance de ce que vous nous dites. Et François Durper va continuer. Ce que dit Gérard Haro, il a tout à fait raison. Il y a une réélection dans un cas et une élection dans un autre. Oui, il n'est pas candidat de l'ordre. Il était candidat de l'ordre en 2016. C'était le thème de sa campagne, la loi et l'ordre. Comme Richard Nixon en 1968, je vais rétablir l'ordre. Sauf que lorsqu'on est président, le risque, c'est pas qu'on vous appelle président de l'ordre, c'est qu'on vous appelle président du désordre. Puisque s'il y a du désordre dans la rue et que vous êtes le président, à moins qu'ils disent aux Américains que c'est la responsabilité des gouverneurs, puisqu'on sait qu'il utilise beaucoup cet argument en disant ce sont les gouverneurs. Regardez d'ailleurs les États où il y a des troubles, ce sont les gouverneurs. Les démocrates, les États où il y a du Covid-19, ce sont les démocrates qui sont gouverneurs ou qui sont maires. Si vous voulez avoir de la sécurité, votez pour des républicains. Si vous ne voulez pas avoir du Covid-19, votez républicain. L'élection, elle se fera avec les indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni républicains ni démocrates et qui sont sensibles à la situation, qui savent que le racisme est une réalité dans la société américaine, mais qui ne veulent pas non plus de désordre dans la rue. Merci beaucoup, merci François Durper, merci à Gérard Haro aussi d'avoir été avec nous et à Jean-Bernard Cadier en direct de Houston pour BFM TV. On continue à en parler dans un instant, les derniers rebondissements dans